Alors bonjour et bienvenue sur ce webinaire consacré au MLOps avec MLflow. Alors, si vous êtes inscrit à cette conférence, peut-être avez-vous déjà travaillé sur un projet de machine learning ou peut-être connaissez-vous la complexité d'un tel projet. Du fait de cette complexité, de nombreux projets de data science ne parviennent pas à leur phase de production. Et c'est pourquoi nous avons décidé de vous présenter un outil qui vous permet de facilement mettre en place certaines bonnes pratiques et de maîtriser ce projet depuis un seul et unique environnement. Je m'appelle Nathalie Fouet, je suis consultante data chez Selenza. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pierre Haddad, je suis architecte solution chez Databricks en France et aujourd'hui j'aurai le plaisir de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de MLflow, en particulier le model serving. Nous allons vous présenter donc cet outil MLflow qui vous permet de gérer sereinement vos projets de machine learning. Alors, nous allons vous présenter l'outil, comment il a été pensé et conçu, puis nous allons faire une démonstration de cet outil à travers un projet de prédiction de cours en bourse. Et pour finir, Pierre vous dévoilera les dernières nouveautés déployées par Databricks pour cet outil. Alors, pourquoi cette complexité? En tant que data scientist, vous allez répondre à des problématiques variées et pour ce faire, vous allez avoir aussi une réponse technique très variée. Pour chacun de ces modèles, le data scientist va choisir un langage différent, que ce soit Python, R ou Scala, et il va aussi choisir une librairie différente de machine learning, donc par exemple TensorFlow, Keras ou Scikit-learn. Mais comme vous le savez, à chaque langage et à chaque librairie, vous avez des versions et des dépendances à gérer, et ça peut alourdir votre déploiement et le maintien de votre projet. Autre élément de complexité, les modèles que vous allez déployer ne sont pas en général des solutions autonomes. Elles vont s'intégrer dans des applications métiers. Et finalement, le code qui va correspondre à la création et à l'entraînement de votre modèle, va finalement être une toute petite partie de votre projet. Ce qui va impliquer une très forte collaboration des acteurs sur tout le processus du projet. Et justement là-dessus, la création d'un modèle précis de machine learning nécessite plusieurs itérations. Le data scientist va choisir plusieurs types d'algorithmes, plusieurs hyperparamètres pour calibrer son modèle et choisir un modèle ML candidat. Et il va aussi devoir communiquer avec le data engineer sur les données, la façon dont il les a transformées et ingérées. Donc ça uniquement pour la phase de développement. Et même une fois une première phase de production effectuée, le modèle doit être constamment mis sous surveillance. Pour cela, le data scientist va devoir parfois réentraîner son modèle et surtout le réentraîner avec de nouvelles données. Donc ça veut dire, encore une fois, communiquer avec le data engineer pour savoir de quelle façon il va traiter ces données, les ingérer, et cetera, et cetera. Le problème, c'est qu'en réalité, on va avoir une difficulté à mettre en place une communication étroite entre ces différents acteurs, souvent faute d'outils ou faute de temps. MLflow a été créé il y a environ 2 ans pour répondre à ces problématiques. Alors MLflow est un framework open source qui a été créé par Databricks en 2018 et mis à disposition des développeurs, quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent. Donc MLflow aujourd'hui a une très forte communauté de contributeurs et même en juin dernier, ils ont dépassé les 2,5 millions de téléchargements par mois. MLflow va donc vous permettre de créer une cohérence dans le cycle de machine learning, et ce, à l'aide de 4 composants. Vous avez le premier MLflow Tracking qui va vous permettre d'enregistrer et d'interroger vos expériences. Donc, qui va vous permettre d'enregistrer les types de modèles que vous utilisez, les algorithmes, les hyperparamètres et aussi les métriques, par exemple. Deuxième élément, MLflow Project va packager pour vous votre projet pour permettre sa reproductibilité. Ensuite, MLflow Model va gérer pour vous le type de format, les formats de vos modèles pour garantir leur redéploiement. Et enfin, MLflow Registre va centraliser tous les modèles que vous avez enregistrés et ça va permettre aux membres de votre équipe de pouvoir collaborer facilement sur ces différents modèles. Alors pour notre démonstration, nous allons utiliser Databricks.
L'avantage d'utiliser Databricks est qu'il héberge pour vous MLflow, ce qui, vous évite certaines configurations de déploiement et ajoute aussi certains avantages de sécurité. MLflow va aussi créer un espace de travail commun entre les data engineers et les data scientists. Les data engineers vont pouvoir utiliser Delta pour accélérer leur pipeline ETL et les data scientists vont pouvoir utiliser MLflow et toujours leur librairie de machine learning préférée. Et d'ailleurs, sur ce point, Databricks a créé un runtime spécifique pour le machine learning, qui va regrouper donc, les librairies de machine learning les plus utilisées, donc elles seront préconfigurées dans ce runtime et elles seront mises à jour régulièrement par Databricks, toutes les 6 à 8 semaines. Donc vous n'avez qu'à choisir une version de ce runtime et à commencer à travailler. OK, donc maintenant que vous connaissez l'essentiel sur MLflow, nous allons pouvoir faire une démonstration dessus. Nous allons reprendre les différents composants de MLflow. Nous allons commencer par MLflow Registry, qui vous permet donc d'enregistrer et d'interroger vos expériences. OK, donc vous allez commencer comme d'habitude par importer vos librairies. Si vous avez l'habitude d'utiliser Pandas, je vous conseille d'utiliser Koalas qui implémente les API Pandas pour Spark. Vous importez également la librairie de machine learning que vous allez utiliser, scikit-learn pour moi, et MLflow. Vous allez charger ensuite votre dataset. Nous allons utiliser le dataset Yahoo Finance, qui est très connu pour, la prédiction et l'analyse de cours en bourse. Je vais mettre le lien dans le chat et vous, séparez donc, votre dataset en dataset d'entraînement et de test. Ici, vous pouvez encapsuler cette fonction dans une fonction pandas UDF pour pouvoir utiliser Spark et pour pouvoir commencer l'expérience MLflow, vous avez juste à indiquer MLflow start run ainsi qu'un nom d'expérience. Et vous allez pouvoir, comme d'habitude, lister tous les algorithmes que vous allez utiliser. Voilà, moi je vais utiliser plus spécifiquement celui-ci. Et ensuite, vous allez pouvoir, comme d'habitude, entraîner et tester votre modèle et faire des prédictions. Vous allez pouvoir également, indiquer vos métriques pour évaluer votre modèle. Et dernière chose, vous allez indiquer les logs. Donc Autolog vous permet d'enregistrer toutes les logs de vos modèles, ainsi que les métriques. Pas seulement ceux que vous avez spécifiés, comme c'était le cas, dans l'ancienne syntaxe. Et vous allez pouvoir enregistrer aussi certaines informations comme l'ID du run et de l'expériment. Voilà, nous sommes prêts, vous allez pouvoir exécuter votre première expérience MLflow. Voilà, vous voyez à droite, vous avez un panneau experiment sur lequel vous allez pouvoir voir lister tous vos runs avec la liste des hyperparamètres que vous avez utilisés. Vous allez pouvoir accéder à l'interface MLflow sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des informations comme, l'ID, de l'expérience, ici, et la localisation de votre artefact et vous allez retrouver toutes vos exécutions d'expérience. Donc ici, vous avez la liste, le temps la date d'exécution, le nom du run, le user, la source code, le source code et ici, vous allez pouvoir, par exemple, comparer plusieurs modèles. Là, j'en ai sélectionné une dizaine. Donc vous allez retrouver l'ID pour chacun, les hyperparamètres que vous allez pouvoir comparer facilement avec les métriques également. Et tout à la fin, vous allez avoir, une interface graphique qui vous permet d'évaluer la meilleure valeur de vos hyperparamètres pour chaque hyperparamètre. Voilà pour MLflow Tracking. Nous allons maintenant passer au MLflow Project et modèle. Alors maintenant, nous allons voir donc la partie project. Ici, vous pouvez retourner sur un de vos runs. Dans la partie l'interface graphique MLflow, vous allez retrouver donc votre expériment. Vous allez pouvoir facilement reproduire ce run parce que vous avez, avec ce run, enregistré votre code source. Donc vous avez la liste de vos hyperparamètres comme d'habitude, vos métriques. Vous pouvez même rajouter, un tag et tout en bas, ce qui nous intéresse, c'est vos artefacts. Pour chaque modèle, vous allez avoir un artefact, un packaging et vous allez retrouver différents fichiers. Donc vous avez un fichier, le premier qui s'appelle ML-Model, qui va regrouper ce qu'on appelle les flavors. Donc c'est, votre MLflow model. Vous allez avoir plusieurs formats qui vous permettent de redéployer. Donc ici,
Pour ce modèle-là, nous avons Python function et scikit-learn. Vous avez donc d'autres informations aussi d'enregistrer comme l'ID du run et la date de son exécution. Deuxième fichier, donc c'est un fichier de configuration avec vos dépendances et vous allez pouvoir aussi avoir d'autres types de fichiers. Donc par exemple ici, là, j'ai mon fichier de modèle au format Pickle, donc que je peux télécharger, mais vous pouvez aussi rajouter un dataset ou un graphe, par exemple, une image. Voilà pour Project, MLflow Project et MLflow Models. Et dernière partie de cette démo, nous allons voir la partie MLflow Registry. Alors pour la partie MLflow Registry, ici vous pouvez voir que cet artefact, vous pouvez l'enregistrer. Alors soit vous enregistrez un nouveau modèle, là moi j'ai déjà un modèle qui correspond, je vais juste enregistrer une nouvelle version. Je vais pouvoir accéder à cette version dans la partie Models et ici vous pouvez voir que je peux mettre un stage. Donc je vais pouvoir assigner un environnement à ce modèle. Je vais pouvoir le passer de staging par exemple à production. Et je vais avoir un système de requêtes qui va être fait, donc entre plusieurs membres d'une équipe, je peux avoir, donc un système d'approbation entre chaque passage. Donc ici, je vais directement approuver ma demande et donc ensuite, je peux retourner sur mon modèle et retrouver mes différentes versions avec quel stage est attribué à chacun et vous pouvez également donc retourner sur tous vos modèles qui ont été enregistrés. Ici, j'en ai 2 et vous pouvez voir très facilement quelle version est en staging ou en production. Alors évidemment, ce que je viens de vous montrer dans l'interface MLflow, le registre, vous allez pouvoir le faire également en code. Donc si on retourne sur notre notebook, ici je vais enregistrer donc automatiquement un des modèles dans le registre. J'indique ici donc l'ID du run que je souhaite enregistrer, le nom du modèle que je souhaite, auquel je souhaite l'associer, ainsi que l'artefact, le pass de l'artefact et je vais passer toutes ces informations au MLflow register model. Donc vous voyez ici, donc j'ai une version 12 pour, ce type de modèle et ce qu'on va voir là, je vais récupérer la dernière version, en filtrant sur les stages, qui sont au stade none. Ici, on voit bien que ma version 12 n'a pas encore de stage. Donc on va pouvoir faire la transition ici. Donc je vais indiquer juste la version de mon modèle que je veux passer en staging. Voilà et ici, vous pouvez vérifier dans l'interface du registre, ma version a bien été mise à jour avec, donc cette version 12 en staging. Voilà, donc ce que vous pouvez faire également, c'est updater la version de ce modèle et ici, par exemple, je vais juste, ajouter une description en indiquant bien ma version. Voilà. Ce que je peux faire également ici, c'est, lister tous les modèles qui sont dans mon registre ou je peux d'ailleurs, uniquement filtrer sur un type de modèle. Donc ici, vous retrouvez tous les modèles que vous avez enregistrés avec, donc des informations comme le timestamp, des descriptions, la source de l'artefact et cetera. Et enfin, vous allez pouvoir charger facilement votre modèle. Donc nous, on va le faire avec le Python function. Vous indiquez juste le nom du modèle et le staging et donc vous allez pouvoir charger le modèle avec, MLflow python load model et du coup, ça va prendre automatiquement, la dernière version que je viens d'enregistrer, donc la version 12 et je vais pouvoir comme ça très facilement, charger le modèle pour, faire des prédictions sur de nouvelles données. Et maintenant, donc je vais passer, la parole à Pierre qui va vous expliquer comment faire le scoring en Spark et aussi comment déployer vos modèles. Donc, comme on le disait plus tôt, on peut scorer les modèles directement dans le notebook à l'aide de la fonction loadModel et on peut transformer ça directement en Python ou en Poma, comme cela vous a été montré par Nathalie. Moi, je vais vous montrer une technique un peu différente ici qui se base sur les capacités de MLflow Models et des flavors pour pouvoir en fait faire du serving de ce modèle et de l'inférence dans différents environnements. En l'occurrence, je vais vous montrer comment servir ce modèle qui a été entraîné dans Python avec Pandas directement à l'intérieur d'un environnement Spark sans avoir besoin de l'entraîner pour Spark. Donc, c'est relativement simple. On va charger en fait une Spark UDF, donc une User Defined Function, qui va faire appel aussi à notre fonction PyFunc. Donc, on indique le contexte Spark. On va chercher
le modèle linear regression, qui est le même que celui qu'on avait avant, en stage de staging. Et donc, on va définir aussi un schéma de sortie en l'occurrence, puisqu'on veut que tous les résultats qui sortent en float. Donc, on définit le schéma qui est présent ici, avec les variables d'entrée qu'on a pour notre modèle, donc high, low, open, close, volume, and hatch close. Et ensuite, on va pouvoir charger ça sous la forme d'un data frame Spark, directement en lui indiquant le schéma. Donc là, ce que j'ai repris, c'est tout simplement la table au format Pandas qui était présent en mémoire et que je vais transformer dans un data frame Spark. Et une fois que j'ai fait ça, c'est très simple d'appliquer la transformation et donc le scoring de mon modèle. Je rajoute une colonne ici, with column, que j'appelle prédiction. Et là, je vais appeler mon UDF PyFunc, que j'ai défini juste ici, avec ensuite quelles sont les variables d'entrée dont j'ai besoin pour mon modèle. Et une fois que j'ai fait ça, on voit qu'en sortie, je vais récupérer un data frame Spark directement. Donc, on voit bien que c'est du PySpark CQ, avec mes variables d'entrée, comme je le souhaitais, plus le score en prédiction qui correspond à chacune de ces variables. Et donc, c'est quand même très pratique de pouvoir entraîner un modèle, par exemple, dans un environnement single node en Pandas, en utilisant MLflow, et de pouvoir le servir ensuite dans différents types d'environnements. On a vu précédemment comment le faire sur du REST endpoint, par exemple, pour un serving en temps réel ou presque. Ici, on voit comment faire un serving en batch avec plus de scalabilité grâce à Spark, ce qui n'est pas garanti quand on essaie, par exemple, de servir ce modèle, ou en tout cas de faire de l'inférence de ce modèle dans un environnement Python non distribué. Et une fois que j'ai enregistré cette data frame, donc une fois que j'ai créé ce data frame, je peux très bien l'enregistrer en fait et le persister sur mon data lake de manière à avoir accès à mes résultats, par exemple pour les mettre à disposition d'analystes qui vont faire de la BI sur ces résultats ou pour alimenter d'autres systèmes qui auraient besoin de ces scores. Donc en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une table sur mon data lake au format Delta Lake à laquelle je vais pouvoir accéder et on voit derrière qu'en faisant simplement du SQL, je vais pouvoir en fait requêter cette table qui est présente directement dans mon onglet data. Donc, on peut aller la voir en détail, cette table, elle est présente ici. Elle s'appelle Finance COVID Scores. Et donc, on retrouve bien mon schéma d'entrée, mes colonnes et ma prédiction. Et tout ça derrière, on va pouvoir faire du requêtage dessus pour ensuite directement aller faire des analyses et donc dégager de la valeur à partir de ces scores et de cette donnée. Donc là, ce qu'on voit, par exemple, c'est un scatter plot de la prédiction par rapport aux différents prédicteurs, en l'occurrence low et high. Et voilà comment prendre un modèle qui est entraîné en single node en Pandas et le distribuer facilement sur Spark grâce au modèle MLflow. Voilà, maintenant vous avez vu les différents composants de MLflow et je vais laisser la parole à Pierre Haddad qui va vous expliquer comment déployer facilement vos modèles. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les capacités de MLflow Model Serving. Donc on a vu précédemment avec Nathalie qu'avec MLflow Model, on pouvait packager les modèles dans des formats qui permettaient de reproduire les expériences et de les déployer sur tout un tas d'environnements différents. On a vu avec MLflow Model Registry qu'on pouvait avoir un registry central pour stocker toutes les expériences avec différents stages qu'on peut y associer, aucun ou alors staging ou alors production. Et on va voir maintenant tout de suite avec MLflow Model Serving comment on dispose d'une solution clé en main pour aller déployer ces modèles vers des environnements containerisés directement pour ensuite aller les appeler avec des REST endpoints. Et tout ça pour derrière faire donc soit des applications directement en web application, soit du reporting ou d'autres activités qui ont besoin d'interroger ces modèles. Donc on est dans le modèle registry, comme cela vous a été présenté plutôt par Nathalie, et on retrouve toujours nos modèles qui ont été logués précédemment à l'intérieur du registry. Et on voit ici, on va choisir le modèle linear regression. Et donc on va retrouver notre modèle avec toutes ses caractéristiques, les versions, et on voit qu'il y a des montées en version qui ont été faites, en particulier une version numéro 6, qui est la dernière en date pour le staging. On peut servir ce modèle avec directement les méthodes de serving dans le notebook, comme ça vous a été montré par Nathalie et comme je vais le montrer après pour Spark à la suite de cela. Vous pouvez aussi faire du serving REST endpoint et c'est ce dont on vient de discuter à l'instant. Donc vous voyez que quand on va sur la partie serving pour un modèle, on va retrouver directement les différentes versions qui sont disponibles avec les stages qui sont associés. Et en l'occurrence, on a pu créer un cluster qui va nous permettre de déployer ce modèle dans lequel le modèle est containerisé. Donc si je suis le lien ici, je vais retomber sur mon modèle qui est une image qu'on a pu déployer directement, une image du modèle qui est déployée directement sur ce cluster pour qu'on puisse l'interroger directement via REST. Donc ici, je vais avoir une possibilité d'aller regarder mes versions. Donc je vois que j'ai un endpoint ici. Donc mon modèle s'appelle Linear Regressions. Donc on voit l'adresse qui correspond au endpoint. La version étant la version 6, je peux aller taper mon modèle avec juste la version et ensuite invocations. Ou alors je peux aller appeler le stage directement. Donc staging / invocations. On voit que sur la version 2, qui est une version précédente, on n'a pas de staging, on est uniquement en stage none ou archived, et donc du coup, on a un seul endpoint pour aller la chercher, qui correspond au numéro de version. Et donc, on voit ici qu'on peut aller interroger notre modèle
via REST Endpoint en envoyant une requête de type JSON. Donc, par exemple, ici, je connais le schéma de mon modèle, qui est mon modèle donc sur la valorisation des cours, et je vois que j'ai mes 6 variables d'entrée qui sont définies ici, high, low, open, close, volume, and edge close. Et en envoyant uniquement les données pour ces 6 variables, je peux obtenir directement la réponse du modèle depuis cet environnement containerisé. Et donc, on voit ici que le score, en l'occurrence, la prédiction, est de 67 pour les observations suivantes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que derrière, on peut créer une application web qui récupérerait les champs suivants, par exemple avec des menus drop-down et ainsi de suite, qui irait directement invoquer le endpoint en question et qu'une fois le endpoint invoqué, renverrait le résultat. Donc, c'est très pratique pour ce qui va être de tester des petits déploiements. Par exemple, avant d'envoyer un modèle en production sur des plus gros services de containerisation avec plus de scalabilité, on peut créer un petit endpoint ici pour un petit test de type ad hoc et aller voir comment réagit le modèle et est-ce que la réponse est la bonne par rapport à ce qu'on entend. Par rapport à ce qu'on attend, pardon. On peut également continuer à faire des montées en version du modèle. Et donc, par exemple, si je retourne sur mon notebook ici, de départ, donc j'avais les expériences qui ont été loguées ici, et je peux aller choisir une expérience, par exemple, et je peux choisir de register cette expérience directement sur un modèle existant. Et donc, par exemple, ici, je prendrai mon modèle Linear Regression, et donc ce que je vais faire constitue en fait une montée en version. Donc, on voit ici qu'il a créé la version 7, alors que juste avant, on était au niveau de la version 6. Et donc, si on va au niveau du registry, on va retrouver cette version 7, et on voit que pour le moment, elle n'a aucun stage d'associé. Et donc, par exemple, je vais faire une transition en production. Donc, je pourrais faire une requête pour que l'ingénieur de déploiement le fasse si jamais je suis data scientist et que je n'ai pas les droits. Mais je peux faire la transition vers la production moi-même. Donc là, en l'occurrence, je fais la transition. Et on voit que mon modèle est passé en stage de production. Et donc, si je reviens ensuite sur ma partie serving, on va constater que j'ai un nouveau modèle qui est apparu ici, la version 7, avec le stade de production, et qu'elle est en train d'être mise à disposition directement sur le endpoint qu'on a défini ici. Et donc, ça prend un peu de temps, le temps qu'elle se mette en production et qu'elle soit prête pour être requêtée. Mais on voit bien qu'on va récupérer du coup un nouvel endpoint, même deux, un avec la version 7, qui est incrémentale par rapport à la version précédente qu'on avait disponible, et un avec le stage de production par opposition à la version 6, qui était uniquement en staging. Et donc, si jamais je fais ma requête une fois qu'il est disponible, j'obtiendrai le même résultat. Et on voit qu'il est donc très facile d'updater les modèles disponibles sur ce endpoint. Par exemple, si on va chercher, donc là, voilà, mon modèle est disponible. Et donc, si j'envoie la requête, je vais récupérer le résultat. On voit qu'il est différent puisque c'est un modèle différent malgré les mêmes entrées. Et si jamais, en fait, j'update mon modèle à l'arrière-plan, eh bien, ma web app n'a pas besoin de modification, mon pipeline n'a pas besoin de modification. Je vais toujours aller chercher le endpoint de production. Dans la version précédente, il serait allé directement chercher la version 6 si j'avais eu le tag de production dessus. Et maintenant, il va directement chercher la version 7. Donc, on voit qu'il est très facile de passer des nouveaux modèles en production directement grâce à ce endpoint. On va aussi avoir un log de ce qui s'est passé sur le endpoint si besoin. Et on va avoir aussi un version event. Et enfin, on va retrouver tout ce qui est modèle event ici, et on va voir que l'update que je viens de réaliser de la version 6 à la version 7 a été réalisé à l'heure actuelle, et que on l'a lancé à 17h34 et qu'il est disponible à 17h35. Voilà comment utiliser le serving point en REST de MLflow, fourni directement à l'intérieur de Databricks. Donc, on a vu à l'instant une des nouvelles features de MLflow, le model serving qui était adossé au registry. C'est une feature qui aujourd'hui est en public preview à laquelle vous pouvez tous accéder à l'intérieur de vos environnements. Je vais également vous parler un peu des nouvelles features qui sont prévues avec MLflow et qui ont été annoncées autour du Data and AI Summit sur MLflow. Donc, l'une des premières annonces concerne MLflow avec PyTorch. Donc, maintenant, on va avoir une intégration de PyTorch à l'intérieur de MLflow. C'est un projet donc collaboratif avec Facebook sur lequel Databricks contribue. Et donc, on va avoir un logging automatique pour PyTorch Lightning, comme on l'a actuellement pour d'autres frameworks de machine learning. On va avoir un support de TorchScript qui va permettre de packager des modèles plus rapidement. Et enfin, on va supporter les déploiements vers TorchServe. Donc, c'est une feature plutôt importante qui a été annoncée, mais il y en a aussi d'autres qui sont assez intéressantes. Donc, on va avoir par exemple le tracking des versions de données d'entraînement avec Delta Lake et Apache Spark. Donc, au même titre qu'on log différentes métriques au sein d'une expérience MLflow, on va pouvoir aussi loguer la version de la donnée sur laquelle on a entraîné un modèle, qui est le dernier élément manquant pour avoir une reproducibilité complète des modèles, puisqu'on aura la donnée, le code, les métriques associées et les hyperparamètres. Enfin, on va avoir du suivi de l'évolution des schémas des modèles. Donc, on a des modèles qui peuvent évoluer en fonction des variables d'entrée qu'ils prennent. Et donc, on veut pouvoir être capable de dire si un modèle
a le même schéma que celui qui est actuellement en production pour pouvoir le passer en production facilement. Et il est possible aujourd'hui directement de comparer deux versions du modèle dans le registre MLflow et de voir si ces schémas sont compatibles. Enfin, on va rajouter SHAP en termes d'interprétabilité pour voir un peu quels sont les prédicteurs et leur impact sur les scores. Et donc, on aura une meilleure intégration de SHAP avec Databricks. Et enfin, on a des webhooks pour le registre MLflow qui sont disponibles, ce qui va vous permettre en fait de déclencher des actions, des notifications et de faciliter dans son ensemble le process de CI/CD. Et je vous invite à ce sujet à aller visiter donc le site web du Data AI Summit qui contient un certain nombre de vidéos sur le sujet et qui vous montrera des démos du CI/CD avec MLflow en action. Voilà, donc merci pour avoir suivi ce webinaire. Si vous avez des questions pour Nathalie ou pour moi, n'hésitez pas à les poser, on est présent et on se fera un plaisir d'y répondre avec vous tout de suite.